Oui, bonjour mes chers abonnés. Eh bien, c'est le résumé de l'info numéro 20. Déjà, numéro 20. Alors, nous sommes le 29 juillet 2025 et moi, je vais vous parler des pertes russes. Oui, des pertes russes, car le média Mediazona, qui est un média de langue russe, qui opère près de la Russie, qui est un média d'opposition à M. Poutine, a fait le décompte des morts en Russie, des morts déclarés de la guerre en Ukraine, en Russie. Nous en arrivons à environ 120 000 morts. Alors c'est très, très loin de ce que pouvaient nous dire les médias, nos médias officiels, c'est-à-dire LCI, BFM Télévision, France Télévisions et tous nos journaux papier comme le Figaro et autres. C'est vraiment très, très loin de ce décompte. Et figurez-vous que j'ai vu ça dans un petit article du Monde. Oui, je suis abonné au Monde. Personne n'est parfait. Du Monde citant Mediazona. Mediazona, donc un média russe sponsorisé par la BBC. La BBC, la chaîne anglaise de la BBC. BBC. Alors vous voyez, c'est quand même incroyable ça. Qu'est-ce qu'on peut nous raconter comme bêtises vraiment? Et on mord. Alors heureusement qu'il y a des médias, qui essayent de rétablir la vérité. Des médias YouTube, mes chers abonnés. Pour une fois, bon, allez, bonne lecture. Au revoir. First of all, I think everybody should be very happy that the American president, the president of the United States, Donald J. Trump, is focused on peace. There's nothing he wants more than to be a part of peace agreements, stopping wars, preventing wars, ending wars. It's not his war. He didn't start this war. It didn't happen. It never would have happened had he been president, but it did. He inherits it, and he's done everything possible to bring it to an end. I think he's growing increasingly frustrated that despite having very good interactions with Vladimir Putin and phone calls, it never leads to anything. So the time has come for some action here, and I think the president has made that abundantly clear. He's losing his patience. He's losing his willingness to continue to wait for the Russian side to do something here to bring an end to this war that wasn't his war. Toutes les déclarations de Trump sur oui, oui, je vais aider à nouveau l'Ukraine, Trump a été parfaitement hypocrite. Parce qu'il sait quelle est la situation de l'armée américaine, il sait que les États-Unis n'ont plus de réserves dans les dépôts, et il sait que les pays européens ont déjà donné tellement d'armes à l'Ukraine qu'ils ne peuvent plus en donner dans l'immédiat plus. Les dirigeants allemands eux-mêmes ont reconnu qu'ils ne pourraient transférer à l'Ukraine une batterie de missiles patriotes qu'au mois d'avril 2026. Donc, voilà où on en est. Donc, c'était d'ailleurs la même chose au Vietnam. Au Vietnam, les Américains avaient, dans les derniers mois, largement réduit leur aide logistique à l'armée du Sud-Vietnam. Et à la fin, l'armée du Sud-Vietnam n'avait plus de munitions, n'avait plus de soutien aérien, parce que même si on lui avait filé énormément d'avions, l'aviation du Sud-Vietnam, c'était à peu près 450 avions de combat. Il y en avait peut-être 15% ou 20% en état de vol, et les autres ne pouvaient pas être réparés parce qu'il n'y avait pas de pièces de rechange. Bon. Donc, on est en train vraiment d'être dans ce type de situation, ce qui fait que, oui, pour l'instant, on peut toujours dire, mais bon, écoutez, les Russes, même s'ils avancent de 1200 km² dans le mois et pas de 600 comme au mois de juin, 1200 km², c'est très lent. Oui, c'est vrai, c'est très lent. Sauf que, qui peut dire avec certitude que ça va durer longtemps
et qu'à un moment donné, il n'y aura pas un effondrement, il n'y aura pas une rupture du front, que ce soit parce que le front est trop étendu ou que ce soit parce que les Ukrainiens sont obligés de laisser maintenant des troupes dans le front face aux Russes, par lesquels l'armée russe va s'engouffrer, et à ce moment-là, ça va provoquer un effondrement complet d'une armée qui, aujourd'hui, a toutes les raisons pour ne plus avoir le moral. En ce qui concerne la suite des événements, je sais que les négociations prennent une forme différente. Mais au départ, lorsque l'administration Trump est arrivée au pouvoir, nous avons entendu des experts parler de la paix en Ukraine, qui nécessiterait le rétablissement de la neutralité de l'Ukraine et l'acceptation de certaines concessions territoriales. Or, ces dernières semaines, il y a eu un changement. Les Américains, ainsi que les Européens d'ailleurs, parlent davantage d'un simple cessez-le-feu. Et, eh bien, certaines personnes sont un peu perplexes quant à la raison pour laquelle on semble s'éloigner du langage initial, la reconnaissance que cela devrait être un règlement basé sur Istanbul+. Je pense qu'il y a beaucoup de mots et d'émotions autour de ces négociations à Istanbul. Mais la chose la plus importante, c'est que nous avons maintenant mené le 3e tour de ces négociations. Donc le processus est en cours. Il y a des résultats humanitaires concrets issus de ces négociations. Vous savez qu'il y a eu un échange de prisonniers, il y a eu un échange de corps. Le travail se poursuit concernant la liste des enfants que l'Ukraine nous a remise lors du dernier tour, et nous avons apporté la réponse pendant ce tour-ci. Je pense que ces questions ont déjà été largement médiatisées dans la presse. Nous avons également échangé des projets de mémorandum, des documents russes et ukrainiens, montrant quelle est la vision d'un possible règlement de la crise ukrainienne. Ils sont très éloignés l'un de l'autre, c'est la réalité. Mais ce n'est que le début du processus de négociation. Merci. Nous avons proposé à Istanbul, lors des dernières négociations, de créer 3 groupes de travail en ligne pour traiter les questions que nous avons énumérées dans notre mémorandum, et nous espérons que la partie ukrainienne acceptera cela, au moins. Nous pensons que c'est actuellement le seul format viable pour avancer vers la paix. Tout le reste n'est que spéculation. Je sais qu'il y a beaucoup de partis, beaucoup de pays qui ne sont même pas satisfaits du fait que les négociations aient lieu. Mais lorsque nous avons organisé le premier tour, nous agissions également conformément à la vision exprimée par le président Trump après son élection. Il faut se souvenir là aussi des déclarations très intempestives et extrêmement rapides et pas très considérées de la part des dirigeants occidentaux comme Madame van der Leyen, comme Monsieur Le Maître en France. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, pardon, Le Maire. Macron ensuite a aussi été dans cette direction-là. L'idée, on va mettre la Russie à genoux, on va mettre l'économie russe à genoux, on va saper sa base industrielle. Voilà. Cette idée-là, elle s'est avérée totalement erronée. Et aujourd'hui, on a une situation très différente, qui aussi n'est pas univoque. On a d'un côté un pays qui connaît une inflation importante, qu'il n'a pas encore réussi à maîtriser, qui connaît un certain nombre de problèmes d'approvisionnement dans les domaines de technologie pointue, dans l'industrie pétrolière, gazière par exemple, dans l'aéronautique également. Mais de l'autre côté, on a un phénomène assez classique de l'économie de guerre. On a une Russie traditionnellement pauvre, donc les couches les plus déshéritées de la Russie, qui n'ont jamais connu une période aussi, disons, propice. Et là, alors les chiffres sont tout à fait impressionnants parce que, par exemple, jamais le taux de pauvreté en Russie n'a été aussi bas. Alors Pokrovsk, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que des unités de reconnaissance en profondeur russes avaient réussi à pénétrer jusqu'au cœur de la ville. Il y a eu des images sur les réseaux OSINT nous les montrant. Il n'y a toujours pas eu
d'images complémentaires du côté russe, mais il n'y a pas eu non plus d'images du côté ukrainien nous montrant leur destruction. Donc, on ne peut pas savoir s'ils sont restés dans la ville, on peut pas savoir s'ils se sont dissimulés dans la ville, ou on peut pas savoir s'ils se sont retirés de la ville. C'est-à-dire que depuis jeudi dernier, on n'a plus de nouvelles précises et documentées de ce que ces groupes de reconnaissance qui ont été vus et identifiés dans Pokrovsk, au cœur de la ville, sont ou non restés sur place. Et s'ils sont restés sur place, qu'est-ce qui est advenu d'eux? Je rappelle que très souvent, quand ce genre d'opération se déroule, les dronistes ukrainiens filment l'anéantissement de ces unités par les unités ukrainiennes. Là, on n'a rien vu pour le moment. Comment tu vois la situation en général? Ça semble mal se passer à Kiev pour Zelensky. Pour Zelensky, oui. Qui a supprimé une agence, réduit les capacités d'action de corruption. Il y a des manifestations assez fortes contre lui. Comment tu vois la situation et où tu penses que tout ça se dirige? Alors, pour la situation militaire, on a maintenant des signaux extrêmement clairs que l'armée ukrainienne est en train de craquer par manque d'effectifs. C'est clairement un manque d'effectifs. Et ce manque d'effectifs s'explique à la fois par le nombre de tués, je vais y revenir, s'explique par les difficultés de recrutement, le fait que l'armée ukrainienne soit obligée de revenir aux vieilles méthodes de la presse, hein, ce qu'on appelait, c'est en fait l'enrôlement forcé, hein, de gens, la presse qui existait dans l'armée de l'Ancien Régime, hein, et en particulier dans la marine. Bon. Et puis, ce qu'on oublie de dire, c'est le problème des désertions. Il y a actuellement pratiquement 300 000 déserteurs en Ukraine. Ça représente les 2/3 de l'armée existante de l'Ukraine. Alors, comme les unités ukrainiennes n'ont plus assez d'effectifs, elles n'arrivent pas à tenir le front. Donc, on a parlé de Pokrovsk, je vais y revenir aussi, mais il n'y a pas que ça. Hein. L'armée russe est en train d'avancer le long du Dniepr vers Zaporijia. Donc là aussi, le front est en train de craquer. On en parle peu, mais ça bouge là-bas aussi. Tout à fait. Et alors surtout, ce qui se passe à Pokrovsk, alors pour les auditeurs, Pokrovsk, c'est une des dernières villes fortifiées de ce qu'on appelait la ceinture de fer du Donbass. Hein, face aux deux républiques séparatistes, hein, la DNR et la LNR, les Ukrainiens avaient construit de 2015 à 2021 toute une série de villes forteresses. Bon. Et Pokrovsk est une des dernières. Or, l'armée russe a avancé vers l'ouest, que ce soit au sud de Pokrovsk ou au nord de Pokrovsk, est actuellement en mesure de menacer les axes de ravitaillement de Pokrovsk, et elle est rentrée en petites unités dans Pokrovsk. D'ailleurs, je signale que c'est une tactique qui semble s'être inspirée de ce qu'avait fait l'armée du Nord-Vietnam au Vietnam de 1968 à 1975. Cette tactique d'infiltrer dans une ville que l'on veut prendre, alors soit pour la tenir complètement, soit pour faire un coup politique, des unités de sapeurs d'assaut. C'est ça, là, en réalité, ce qu'on appelle les troupes de Roqueter, ce sont des sapeurs d'assaut. Hein. C'est des troupes du génie d'assaut. C'est ce qu'avait fait l'armée du Nord-Vietnam à Saigon en 1968. C'est ce qu'elle a fait à An Loc fin 1974, début 1975. Et c'est surtout ce qu'elle a fait pour la prise de Ban Methuot dans les Hauts-Plateaux en mars 1975, et la prise de Ban Methuot provoque l'éclatement de l'armée du Sud-Vietnam, et c'est le début de l'effondrement complet de l'armée sud-vietnamienne. Bien. Donc c'est important. Alors, il faut rappeler que dans la doctrine militaire russe, on ne cherche pas à encercler pour encercler. On cherche en fait à tronçonner le dispositif adverse.
c'est très clairement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les forces russes sont en train de tronçonner le dispositif ukrainien, alors que ce soit au niveau de Pokrovsk, au sud et au nord de Pokrovsk, que ce soit au niveau de Kramatorsk, même chose. Maintenant, les troupes russes ont des positions qui sont à l'ouest de Kramatorsk. Et puis même Pokrovsk, Kramatorsk, pour ceux qui suivent de près, ceux qui voient, c'est pas loin sur la carte. Pour l'état-major ukrainien, c'est compliqué de décider où envoyer des renforts. Est-ce que c'est à Pokrovsk, c'est à Kramatorsk? Pour l'instant, c'est dur. Oui, ils ont décidé pour l'instant de mettre les meilleures troupes qu'ils avaient en partie à Soumy et en partie à Pokrovsk. Et c'est aussi un point important, il faut toujours rappeler que dans la phase de la guerre d'attrition, et on est à peu près vers la fin de cette phase, mais dans la phase de la guerre d'attrition, l'essentiel n'est pas de prendre du territoire, mais c'est de tuer et de détruire plus de matériel ennemi qu'il ne peut en reconstituer. Et on voit bien que ça a fonctionné de manière terrible par rapport à l'Ukraine, puisque aujourd'hui, entre le nombre de morts ukrainiens, qui est estimé par des ONG, alors c'est compliqué, ils ont fait des études à travers des photos satellitaires fournies par la NASA et par l'Agence européenne spatiale, sur l'agrandissement des cimetières militaires ou des carrés militaires dans les cimetières depuis le début de la guerre. Et ils arrivent à une estimation de l'ordre de 450 à 600 000 morts. C'est considérable. Parce que les gens sont mobilisés dans les usines pour produire des armes. Alors il y a toutes sortes de mécanismes, mais disons le mécanisme le plus simple, c'est effectivement le fait qu'il faut se souvenir que d'abord, que l'armée russe, pour maintenant l'immense majorité de ses membres, est composée de volontaires. Donc comment est-ce que ça marche? Chaque région doit fournir son quota de volontaires par mois. Grosso modo, le total étant plus ou moins équivalent par mois à 40 000 hommes envoyés sur le front, disons, dans les phases de préparation pour aller sur le front. Donc chaque région a son petit quota. Alors il y a d'abord une concurrence, d'une part entre les régions. Deuxièmement, le temps fait évoluer le prix. Plus le temps passe, plus le prix monte, parce qu'il faut convaincre des gens d'aller s'engager. Vous dites le prix, c'est la solde payée pour s'engager. C'est la solde. Alors, elle est très élevée. Hein. C'est aujourd'hui, pour, disons, en moyenne, un jeune Russe qui s'engage comme volontaire dans l'armée va toucher comme prime d'entrée à peu près entre 18 et 24 mois de salaire. Et puis ensuite, il a un salaire qui sera le double ou le triple du salaire moyen. Donc c'est extrêmement rémunérateur. Donc cette masse d'argent qui tombe sur des gens qui sont défavorisés, c'est assez rarement les artistes intellectuels de Moscou qui s'engagent. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un effet sur les couches sociales les plus basses et on a un effet sur les régions périphériques, là où se trouvent ces populations. Des provinces comme la Bouriatie ou la région de Touva, sont deux régions, disons, mongoles, ou le Nord-Caucase, des régions très pauvres, ou l'Oural, voient tout d'un coup affluer des sommes d'argent. Ensuite de ça, il y a un deuxième effet. L'économie russe fonctionne aujourd'hui maintenant avec des investissements massifs dans l'industrie lourde, dans l'industrie d'armement, mais de manière plus large, dans toute l'industrie lourde, qui a été très oubliée pendant toutes les années précédentes. On n'avait Dieu que pour le gaz, le pétrole et tous leurs sous-traitants. Et ça, c'est des régions particulières de Sibérie. Tout d'un coup, on revient à la Volga, à la Sibérie occidentale, au sud de la Russie. Et là, ces industries-là, tout d'un coup, se retrouvent avec beaucoup d'investissements et d'argent. Elles n'ont plus de main-d'œuvre. Elles n'ont plus de main-d'œuvre parce que précisément leur main-d'œuvre traditionnelle part dans l'armée. Alors qu'est-ce qui se passe? Les salaires explosent. Donc alors que l'inflation cumulée sur la Russie ces 3 dernières années dépasse 30%, c'est quand même très considérable, l'augmentation des revenus est nettement supérieure. On a des régions où ça double. Alors vous le voyez dans toutes les statistiques. Par exemple, dans le Nord-Caucase, ça fait des mois qu'il n'y a plus de matériel de construction. Tout le monde refait sa maison. Les comptes en banque dans ces régions-là ont plus que doublé en 2 ans. Les restaurants explosent. Tout le monde va manger. Les ventes de voitures ont augmenté parce que ces populations qui n'avaient pas les moyens, tout d'un coup les ont.
les Russes ont poursuivi leur avancée, cette fois-ci non pas simplement avec des groupes de reconnaissance en profondeur, mais avec l'infanterie mécanisée traditionnelle, j'ai envie de dire, et ils ont commencé à prendre pied fermement et de manière documentée dans les faubourgs sud de Pokrovsk. Donc c'est pour ça que vous avez une zone encadrée en pointillé en rouge et une autre en jaune, c'est les deux zones dans lesquelles ils ont été identifiés, donc c'est les faubourgs sud de Pokrovsk. Vous avez aussi les zones sur lesquelles leur contrôle est assuré, qui sont elles en jaune orangé, et vous avez encadré en pointillé orange la zone d'habitation HLM, je vais employer ce terme-là pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit en termes de bâtiments de résidence en hauteur, d'immeubles en hauteur. On l'a mise là parce que c'est une zone clé. Si elle tombe entre les mains des Russes, ça va leur donner des points d'observation et de détection sur l'ensemble du reste de l'agglomération de Pokrovsk. C'est là que se situent les immeubles les plus élevés de toute la ville. Mais je voulais aussi vous demander comment vous percevez la situation sur les lignes de front, tant sur le plan militaire que politique, car il est largement commenté aujourd'hui que de nombreuses lignes de front semblent céder ou se fissurer plus rapidement qu'auparavant. Du côté ukrainien, en particulier dans la région de Pokrovsk, à Chassiv Yar et à Kostiantynivka. Parallèlement, on voit Zelensky subir une pression croissante, non seulement de la part de la société, mais aussi d'autres responsables politiques et de certaines parties du système politique ukrainien. Pensez-vous que la situation est en train de changer ou de se dégrader, ou est-ce un terme trop fort? Je pense que les choses sont en train de changer et que les lignes du côté ukrainien s'effritent. Et c'est un processus en cours. Vous pouvez consulter n'importe quelle donnée militaire à ce sujet et vous comprendrez. Vous aurez l'impression de l'avancée des troupes russes sur le front. Ce n'est peut-être pas aussi rapide que certains l'imagineraient, mais il y a de nombreuses raisons à cela. Stratégique, tactique, et aussi parce que la nature de la guerre d'aujourd'hui a changé. Ce n'est plus une guerre de chars et d'artillerie, c'est plutôt une guerre de drones. Et la situation est différente. Je ne suis pas moi-même un militaire, donc je n'oserais pas spéculer sur cette question. Vous avez également, je l'ai mis avec des flèches en rouge pointillé, une poursuite des attaques russes dans ces zones où se trouvent les flèches, donc sur le flanc de l'attaque principale. Il n'y a pas eu de débouché particulier, mais je pense que là encore, l'objectif est de fixer tactiquement les défenseurs de cette zone pour favoriser l'avancée dans les secteurs dont on vient de parler. Enfin, autre information qui elle aussi mérite qu'on la confirme, parce qu'il y a eu des choses qui ont été lancées, des rumeurs, des fake news, il faudra déterminer ce que c'est, selon lesquelles les Ukrainiens auraient décidé d'abandonner la partie sud de la ville, et c'est pour ça que les Russes ont réussi à y pénétrer, pour se replier dans le centre-ville, pour réduire leur ligne de front. Enfin voilà, on a évoqué cette hypothèse. Pour le moment, là encore, il n'y a pas d'informations clarifiées, définitives, pour affirmer que tout cela est vrai. On n'a pas constaté de repli particulier. Certains disent même que l'état-major de la garnison a quitté la ville, etc. Enfin bref, beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs qui méritent encore une fois de prendre du recul, de boire frais avec modération, pour faire la lumière sur tout ce qui est en train de se passer. Comme d'habitude, quand on est dans un combat qui entre en zone urbaine, ça va être un peu plus compliqué de déterminer exactement les positions des uns et des autres avec une instantanéité comme on peut l'avoir dans des secteurs en race campagne. Là, il faudra attendre, je pense, à chaque fois 24 heures pour être bien sûr que tel ou tel pâté de maison est bien passé sous le contrôle ou est resté sous le contrôle de telle ou telle unité avant de se lancer. Mais il y a aussi un autre facteur que vous devez prendre en compte. J'ai essayé de souligner l'importance de ce facteur lors de la réunion d'aujourd'hui du Conseil de sécurité, convoqué par les pays occidentaux. Le fait est que, pour parler franchement, les Ukrainiens ne veulent pas se battre parce qu'ils n'en voient vraiment pas la nécessité.
La majorité de la population ne voit aucune raison de se battre pour les intérêts géopolitiques occidentaux, de se battre pour ce régime corrompu qui ne pense absolument pas aux intérêts de l'Ukraine. Et c'est une tendance. Et cette tendance se reflète dans la manière dont les conscrits potentiels sont capturés dans les rues de façon très brutale, puis envoyés au front sans leur consentement. Bien sûr, cela influence fortement leur façon de combattre, et c'est un problème très préoccupant pour l'ensemble de la société. Il est difficile d'imaginer comment cette situation pourrait évoluer, étant donné que le régime de Kiev n'offre aucune alternative, n'engage pas de négociations sérieuses et ne reconnaît pas la nécessité de respecter les droits de la population russophone, par exemple. Alors par contre, au niveau de l'analyse, ce serait une bonne chose que les Ukrainiens se replient. Parce que je rappelle que de part et d'autre, alors surtout maintenant du côté vers Mirnograd, hein, donc vers le nord-est, vous avez donc la manœuvre d'enveloppement dont on a parlé dans le dernier bulletin qui est encore en action et qui continue de se développer et qui risque de couper tous les accès au nord de Pokrovsk et de Mirnograd. Donc il serait largement temps encore aujourd'hui que les Ukrainiens évacuent en bon ordre avec un repli par strate au niveau géographique en utilisant les différents replis de terrain, etc. pour ralentir le plus la progression des Russes, mais se repli quand même pour éviter de se retrouver coincés dans Mirnograd et Pokrovsk, comme ils se sont retrouvés coincés dans Avdiivka en février l'année dernière, et que ça leur a coûté vraisemblablement 4000 hommes entre les morts, les prisonniers, les blessés abandonnés sur place, etc. par l'armée ukrainienne, qui n'a pas pu s'en sortir. Enfin, et surtout, tout le matériel lourd qui a été abandonné sur place. Les pertes russes, les études faites d'ailleurs par des ONG qui sont pas du tout favorables à la Russie, hein, qui sont très critiques par rapport à la Russie, comme Mediazona, eh bien, elles montent autour de 150 000 morts. Donc, ce qui veut dire que les Ukrainiens auraient eu à peu près 3 fois plus, peut-être 4 fois plus, on ne sait pas, de morts que la Russie. Bon. Mais ça, surtout par rapport au cimetière, hein, parce qu'on a aussi tous les corps qui ne sont pas récupérés, puisque les Russes avancent et que la guerre coûte très cher. Tout à fait, tout à fait. On a vu avec les tableaux de retour des cadavres. Oui, tout à fait, tout à fait. Extrêmement faible côté tout côté ukrainien. Mais ça, c'était normal. Côté russe. Mais ça, c'était normal, puisque l'armée russe était à l'offensive. Donc, regardez la taille des cimetières, c'est quand même intéressant, parce que ça donne une idée. Je ne dis pas que ce sont des chiffres qui soient sûrs à 100%, hein, mais ça donne une idée du niveau des pertes. Bon. Et puis surtout, le matériel. Il n'y a pratiquement plus un char Abrams en état en Ukraine. Les 2/3 des léopards qui ont été cédés à l'Ukraine ont été détruits. Les ex-chars soviétiques que possédait l'Ukraine sont largement détruits. Donc en fait, on voit bien que la logique de l'attrition a bien fonctionné. Les Russes sont capables de détruire du matériel et de tuer des hommes plus vite et dans des quantités bien plus importantes que ce que peuvent reconstituer les Ukrainiens. Et ça va amener à un moment donné à un effondrement de l'armée ukrainienne. Alors, soit parce qu'elle deviendra tellement mince, c'est le rideau de troupes et le rideau d'opérateurs de drones, parce que les Russes mènent une chasse absolument sans pitié aux opérateurs de drones. Dès qu'ils repèrent un endroit qui pourrait servir aux opérateurs de drones, ils lancent dessus les fameuses bombes guidées de 500 ou de 1000 kilos pour détruire les cachettes. Bon. Donc, soit l'armée ukrainienne sera réduite à un simple rideau qu'un coup un petit peu violent à un endroit peut percer, soit, et c'est plutôt cela qui est en train de se passer, me semble-t-il, parce qu'elle a concentré ses unités sur certains points, eh bien, elle ouvre
des espaces de manœuvre aux forces russes. Et j'étais assez impressionné de voir que maintenant, les forces russes avancent d'environ 30 km² par jour, ce qui est le double de ce qu'ils avançaient le mois dernier. Il n'y a pas à dire, les soldats ukrainiens ont fait preuve d'une résilience, comme l'a dit Emmanuel Todd, hein, comme les Russes et des anciens soviétiques. Donc on est sur du matériau humain de qualité pour une guerre de très haute intensité. Hein. Aujourd'hui, il faut signaler aussi que en Russie, effectivement, ce réarmement qui est mis en place n'augure rien de bon et donne un signal de signification aux pays occidentaux à justement être vigilants par rapport à cette velléité militaire. Il faut rappeler aussi qu'en Russie, aujourd'hui, on a à peine 2%, je crois, de chômage. Mais ces 2% de chômage qu'on pourrait appeler du chômage frictionnel, en réalité, ces personnes sont utilisées dans la fabrication de l'armement. Tout ce qui est service autour, à éducation, santé, etc., est en délabrement. Donc il faut aussi voir, je dirais, ce côté-là. Pour autant, je crois que, effectivement, la France va faire un effort, mais comme vous l'avez dit, on est, nous, un pays de démocratie libérale. Le budget va être voté au moment de novembre, enfin octobre et novembre, et là il va falloir faire des choix. Et je pense que dans ces choix, on l'entend déjà, puisque pour septembre il y a déjà des manifestations qui sont prévues, où le pouvoir d'achat, les inquiétudes sur la retraite, sur la santé prévalent. C'est un processus long. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit résolu rapidement. Et nous comprenons aussi qu'il y a beaucoup de pression sur le président Trump et son administration. Beaucoup de personnes qui veulent en quelque sorte ramener la situation à l'époque où les États-Unis étaient impliqués, où les États-Unis dépensaient de l'argent pour l'Ukraine et où les États-Unis achetaient des armes et toutes ces choses. Il y a un certain nombre de ces politiciens et de ces pays qui essaient maintenant de saper ce processus. Mais nous jugeons sur les actes, sur les faits, et non sur les paroles. Donc, nous verrons ce qu'il en ressortira, et nous sommes prêts à poursuivre cette voie de négociation à Istanbul. Avec le secteur de Kupiansk, alors j'ai retracé en bleu clair, on va dire, le tracé, alors schématiquement, de la rivière Oskol, pour que vous repreniez bien un peu vos marques quant à la situation qui se déroule dans cette zone. Donc vous avez la ville de Kupiansk avec un seul pont qui permet de franchir l'Oskol, donc entre sa rive orientale et sa rive occidentale. Vous avez donc dans la partie orientale, par rapport à l'Oskol, une poche tenue par les Ukrainiens dans laquelle les dernières estimations qui remontent maintenant à plus de 6 mois disaient qu'il y avait environ 4000 combattants ukrainiens, mais depuis ça peut être plus, ça peut être moins. Il n'y a pas de nouvelles estimations qui ont été portées à notre connaissance sur cet effectif, mais il y a, à mon avis, au minimum encore 2 à 3000 hommes qui sont dans cette poche, donc qui n'a que pour seule ligne de vie ce pont qui franchit l'Oskol. Depuis ensuite la ville de Kupiansk, vous n'avez plus que 2 routes qui permettent d'approvisionner la ville et par extension donc tous les soldats ukrainiens qui sont dans la poche sur la rive orientale. Et depuis plusieurs semaines, l'une de ces routes, vous voyez le tracé rouge en pointillé, est plus ou moins menacée par la présence de l'armée russe, à la fois dans le village de Moskovka et puis dans le village de Sobolivka. Alors le village de Moskovka a été annoncé comme pris par les Russes il y a maintenant plus d'1 mois. Le village de Sobolivka avait fait l'objet de combats, mais semble-t-il aujourd'hui la présence sûre et définitive de l'armée russe suite aux contre-attaques locales ukrainiennes, c'est qu'il se trouve fermement dans la partie nord de Moskovka et uniquement dans la partie nord de Moskovka. Zelensky a fait une énorme bêtise qui a été de s'attaquer aux 2 organismes anticorruption. Ça provoque l'équivalent du mouvement Maïdan. Oui, ça d'accord, mais même quand il y a des raisons, oui, mais même quand il y a des raisons, c'est pas pour autant qu'il faut faire les choses si on voit que ça te coûte plus cher que ce que ça peut te rapporter. Bien. Et donc là, il est en présence d'un mouvement de type Maïdan, qui d'ailleurs, comme le mouvement Maïdan, et c'est ça qui est très intéressant,
au départ a été spontanée. Alors, au départ, ce sont des militaires qui étaient sur le front, des militaires ukrainiens, qui ont appelé leurs proches à se mobiliser contre la mesure de Zelensky, en disant « mais nous, on ne se bat pas contre les Russes pour se retrouver dans un pays complètement corrompu, etc. » Bon. Et donc, d'ailleurs, c'est impressionnant. Les photos des premières manifestations, on voit essentiellement des femmes et des enfants. On ne voit pas d'hommes. Bon. Et puis, la nuit dernière, dans la nuit de jeudi 24 à vendredi 25, on a vu arriver des hommes avec du matériel de propagande bien fait, parce que les premières manifestations qui étaient déjà très très nombreuses, les gens ils écrivaient des slogans sur des morceaux de carton. Bon, et là par contre on voit il y a un matériel de propagande qui est très bien fait, etc. Et ce qui pose un problème, parce que l'arrivée de ces hommes, dont certains sont masqués, ce matériel de propagande, oui, ça veut dire que c'est en train, le mouvement anti-protestation est en train d'être repris par quelqu'un d'autre. Ajoutons à cela le fait que dans la presse anglo-saxonne, on est en train de lâcher Zelensky. Il y a eu un article dans le Financial Times qui était absolument dévastateur pour Zelensky, mais dans d'autres journaux, on voit se multiplier les critiques très 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 dures pour Zelensky. Et donc, Zelensky risque d'être confronté à la situation la plus dangereuse, qui est celle d'une critique à l'intérieur de l'Ukraine et d'une défaite rampante sur le front. La combinaison des deux est tout à fait dévastatrice. Sauf que, admettons que les gens d'Azov cherchent à refaire ce qu'ils ont fait en 2013-2014, hein, c'est-à-dire à capturer le mouvement anticorruption pour leur fin. Bon, ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de plus que fait Zelensky? Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, en réalité, je pense que la chute possible de Zelensky va ouvrir une période de très grandes difficultés politiques en Ukraine, parce qu'on aura les gens d'Azov, hein, donc l'extrême droite nationaliste, qui est en partie proto-nazi. Bon, on aura d'autres gens qui s'opposent à Zelensky, mais pour des raisons d'intérêt tout à fait personnel. Je pense à Madame Yulia Tymoshenko, qui a fait alors elle c'est fantastique, elle a fait un grand discours à la Rada en expliquant que les organismes de lutte contre la corruption, c'était des armes de l'impérialisme américain et européen en Ukraine. Alors, quand on sait à quel point l'Ukraine dépend en réalité de l'aide américaine et de l'aide européenne, c'est assez surréaliste. Bon. Et puis, il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours des partis des russophones, partie des régions, etc., et qui peuvent à un moment donné dire nous sommes peut-être les mieux placés politiquement pour une négociation de paix avec la Russie. Or, le problème, c'est que plus le chaos interne va monter, et plus ça risque de démoraliser ce qui reste de l'armée, et surtout, de faire dire aux Russes, mais attendez, avec qui allons-nous négocier? Est-ce qu'on va négocier avec Zelensky, alors qu'il est maintenant ouvertement contesté? Est-ce qu'on va négocier avec les gens d'Azov? Il faudrait d'abord qu'ils disent qu'ils sont prêts à négocier. Avec qui voulez-vous qu'on négocie? Du fait que les Ukrainiens n'ont aujourd'hui aucune possibilité de s'exprimer, parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression, toute dissidence, toute critique de Zelensky, toute idée sur la nécessité d'arrêter les combats sont traitées comme de la propagande russe, comme de la trahison. Aujourd'hui, j'ai également mis en avant, au Conseil de sécurité, une lettre que nous avons tous reçue.
tous les membres du Conseil de sécurité, il y a plusieurs semaines, de la part de plusieurs prisonniers politiques. En Ukraine, il y a des personnalités assez connues qui sont actuellement en prison, et elles parlent de milliers de prisonniers politiques en Ukraine. Et il n'y a aucune élection en vue, donc les Ukrainiens ne peuvent pas changer leur direction. Ils sont absolument désespérés à cet égard. C'est un facteur très important, et je pense que les pays occidentaux commencent à en prendre conscience très lentement. Mais ils doivent tout de même prendre en considération que ce qui se passe en Ukraine ne correspond pas à l'image que l'Occident essaye de projeter de l'Ukraine ailleurs, celle d'un pays démocratique, épris de liberté, respectant les droits de chacun et répondant aux critères d'adhésion à l'UE et à l'OTAN. Ce n'est qu'une image théorique. Mais en pratique, les choses sont complètement différentes. Et il est très difficile de ne pas les remarquer. C'est ce que je voulais souligner lors de notre réunion du Conseil de sécurité. Et ces choses ont commencé à évoluer de cette manière bien avant le début de notre opération militaire spéciale. On peut dire que depuis le coup d'État du Maïdan en 2014, ces tendances conflictuelles ont commencé à prendre de l'ampleur. Mais même avant cela, et cela s'est fait avec, je dirais, le soutien total des pays occidentaux. Donc c'est leur projet. Et ils sont maintenant, en quelque sorte, en train de récolter ce qu'ils ont semé. Entre l'Oskol et Moskovka, vous avez des tentatives de progression de l'armée russe qui, semble-t-il, a atteint les faubourgs nord de Kupiansk et entré dans la ville elle-même. Bon, tout ça reste à confirmer au cours des heures qui viennent pour être sûr que ce ne sont pas simplement des groupes de reconnaissance qui ont été signalés par des observateurs de drones et que les troupes russes sont venues véritablement occuper les positions où on a vu des éléments russes s'infiltrer. Oui, en regardant les chaînes Telegram ukrainiennes, on a l'impression que le moral baisse et qu'il y a davantage de critiques envers Zelensky et son gouvernement. Mais on voit aussi des personnes comme Yulia Tymoshenko critiquer les Européens, en particulier l'Allemagne, pour avoir utilisé les Ukrainiens comme chair à canon. Et c'est... J'ai dit récolter ce qu'ils ont semé. Désolé. J'ai utilisé cette expression, oui. Que dans le secteur de Kamiansk, il y a eu des combats pour s'emparer complètement de Kamiansk depuis plusieurs semaines. Les Russes continuent de progresser. Alors, ça faisait partie des fronts dont on n'entendait plus parler ces 15 derniers jours. Et puis là, les Russes ont réussi à prendre toute la bande qui est en jaune orangé au nord de la ville, qui leur permet d'avancer sur un secteur qui est peu fortifié, hein, les grandes lignes de fortification ukrainiennes qui couvrent l'oblast de Zaporizhzhia jusqu'à l'oblast de Donetsk commencent à courir à quelques centaines de mètres donc sur la droite de la carte. Hein. Donc les Russes tentent, en s'infiltrant de part et d'autre de cette route, de les déborder pour ensuite pouvoir les tourner en se rabattant vers l'est. Donc on verra ce que ça donne dans les jours qui viennent. Certains disent, notamment mon ami Hervé Carès, que ça pourrait être le lieu d'une surprise stratégique russe pour d'un seul coup bousculer les défenses ukrainiennes dans cette zone. Moi, je suis très circonspect par rapport à la nature des défenses ukrainiennes en profondeur qui ressemblent comme deux gouttes d'eau en miroir à celles construites, donc la fameuse ligne Surovikin, construite par les Russes et qui a arrêté la contre-offensive estivale ukrainienne de 2023. Oui, non. Il semble que de nombreux gouvernements européens, en particulier, la stratégie semble se limiter à ramener les États-Unis, en fait, vers les politiques de Biden. Mais voyez-vous cela comme une possibilité? Je pense à Trump qui a fait ce commentaire sur 50 jours, quand 50 jours ce sera la limite pour parvenir à un accord. Et, vous savez, annoncer que de nouvelles armes seront envoyées et aussi imposer de nouvelles sanctions. Mais étant donné le nombre de sanctions déjà imposées à la Russie et la diversification de la Russie, est-ce que les sanctions sont quelque chose qui inquiète la Russie ou est-ce que ce n'est pas si important?
Non, les sanctions ne sont pas quelque chose qui nous inquiète. Mais en tout cas, je laisserai ce sujet précis à la discrétion des deux présidents, car ils sont en contact et ont des conversations téléphoniques une fois par mois. Je pense donc qu'il existe une alchimie particulière lors de ces échanges, et je n'oserais pas commenter ces questions. Je préfère laisser aux administrations présidentielles et aux présidents eux-mêmes le soin d'évaluer de telles déclarations. Alors on a vu donc les négociations reprendre à Istanbul, donc c'était mercredi dernier. Alors ça avait abouti à un accord sur l'échange de prisonniers, sur le retour des enfants qu'on nous avait annoncé comme étant par centaines de milliers qui avaient été kidnappés par la Russie, et puis finalement on s'était rendu compte que la liste qui avait été fournie au round de négociations précédent par les autorités ukrainiennes, il n'y avait plus que 339 enfants qui étaient concernés, qu'on a constaté que sur ces 339 enfants, il y en a qui étaient déjà majeurs et qui étaient restés de leur plein gré en Russie et qui pouvaient se déplacer s'ils en avaient envie pour retourner en Ukraine et qu'ils n'en avaient pas manifesté la volonté. Donc voilà, donc on est sur aujourd'hui quelque chose où il y a probablement moins de 300 enfants qui vont être rendus par la Russie à l'Ukraine et à leur famille en Ukraine. Donc on est loin des accusations de plus de, je le dis, de dizaines de milliers d'enfants qui auraient été kidnappés par les forces russes, etc. Bref, encore une fois, tout un narratif qui s'effondre face au mur de la réalité. Alors, this proposal for the next 7-year-long European budget is absolutely unacceptable for us. There is no way we would give our support or consent to such a proposal. This is actually not the budget of the European Union, this is the budget of Ukraine. And it's unacceptable that the European Commission wants to spend so much money on Ukraine, taking advantage of the money of the European taxpayers. The European people are not working in order to send their money to Ukraine, you know. C'est le feu, passer c'est le feu, tout ça est au point mort complet. Il n'y a rien qui avance du côté américain et du côté ukrainien sur ces questions-là. Et il faut souligner qu'on a toujours des manifestations du côté de la population ukrainienne tant que, tant que la nouvelle loi annoncée par Volodymyr Zelensky pour revenir sur celle qu'il a fait voter il y a maintenant plus d'une semaine, tant qu'elle n'aura pas été votée, les gens restent vigilants quant à la façon dont on va ou non remettre en place les systèmes de lutte contre la corruption, les systèmes indépendants de lutte contre la corruption. Je me demandais comment la relation évolue actuellement entre la Russie et l'Europe. Car par le passé, en Russie, on considérait souvent l'Union ottomane comme la bonne Europe, le bon Occident, tandis que l'OTAN représentait le mauvais Occident. Mais aujourd'hui, il semble que les relations entre la Russie et l'Europe se détériorent bien plus qu'avec les Américains, surtout avec l'Allemagne, qui se distingue particulièrement. Et je voudrais simplement demander ce que cela signifie pour un éventuel règlement dans lequel l'Ukraine pourrait rejoindre l'UMM. Parce qu'auparavant, il ne semblait pas que la Russie s'en souciait vraiment. Mais depuis que l'UMM est devenu plus anti-russe, des personnes comme Dmitry Medvedev ont soutenu que l'Evenoweiler serait désormais considéré comme trop anti-russe pour que l'adhésion de l'Ukraine soit envisageable. Vous savez, je ne pense pas que la question de savoir si, comment et quand l'Ukraine pourrait devenir membre de l'UMM soit actuellement en tête de l'agenda. Mais je dois faire une remarque. L'UMM a beaucoup changé au fil des années et elle est devenue bien plus militarisée. Autrefois, on parlait d'un bloc économique et politique qui n'avait pas de composante militaire sérieuse. Et c'est ce qui la distinguait de l'OTAN. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de grande différence entre l'UE et l'OTAN. Les pays commencent à se militariser. Il parle d'un visage militaire distinct de l'UMM, des forces de l'UMM, une armée européenne, toutes ces choses. Ce qui les rapproche en fait de l'OTAN. Et le degré de russophobie est plus ou moins le même, et les pays concernés sont également plus ou moins les mêmes.
Donc bien sûr, nous tiendrons compte de ce facteur à l'avenir. Et c'est une grande erreur stratégique de la part de l'Europe, qui planifie stratégiquement un système de défense dirigé contre la Russie, car la seule option réaliste serait de construire un système de sécurité qui inclurait la Russie, l'engloberait et partagerait la responsabilité ainsi que les intérêts de la Russie et des États européens. European Union is going to agree to purchase from the United States $750 billion worth of energy. $750 billion worth of energy. They are going to agree to invest into the United States $600 billion more than they're investing already. So they're investing a large amount of money. You know what that amount of money is. It's very substantial, but they're going to invest an additional $600 billion. They're agreeing to open up their countries to trade at zero tariff. So that's a very big factor. Opening up their countries, all of the countries will be opened up to trade with the United States at zero tariff. And they're agreeing to purchase a vast amount of military equipment. We don't know what that number is, but it's the good news is we make the best military equipment in the world, so sort of you have to do that. I mean, until somebody tops us, which is not going to happen. We're way ahead of every other country in terms of the quality of the military equipment. You saw that recently in Iran, and you see that, unfortunately, you see that often for all the wrong reasons, right? So those things are $750 billion, $600 billion, opening up the country. We are agreeing that the tariff straight across for automobiles and everything else will be a straight across tariff of 15%. So we have a tariff of 15%. We have the opening up of all of the European countries, which I think I could say were essentially closed. I mean, you weren't exactly taking our autos, you weren't exactly taking our agriculture, and then you would have smaller things, but for the most part it was closed. And now it's open. It's open for our companies to go in and do a good job with it. I think you'll like them. I think you'll like it. And we will, very importantly, they'll be investing a lot of money, but the military is a big number, but that's one number we're not determining. It's going to be whatever it is, but they're going to be purchasing hundreds of billions of dollars worth of military equipment. They're very important. They're going to purchase $750 billion worth of energy. So that's going to be great. And $600 billion worth of investments into the United States over and above what they have. So, and I think that basically concludes the deal. I mean, those are the main factors. I don't think there are too many other factors, other than we're going to get along great. And we have a great relationship now with NATO, which is largely the same. I mean, not exactly, but pretty close, right? Largely. And with NATO, as you know, they're going up to 5% from 2%. And the relationship is very strong with NATO. So I just want to congratulate you. I think it's great that we made a deal today instead of playing games and maybe not making a deal at all. I think it's, I'm going to let you say, but I think it's the biggest deal ever made. Thank you very much. Congratulations. Yeah, thank you. We have a deal. L'accord douanier entre l'Union européenne et les États-Unis. On a pu voir Madame von der Leyen être humiliée une seconde fois au cours des 72 dernières heures, puisque je rappelle à tous les journalistes qui nous racontent que Donald Trump c'est le diable et qu'il a mis en scène l'humiliation de Madame von der Leyen. Ils ont oublié de nous montrer les images de Madame von der Leyen en Chine. Elle a été humiliée de la même manière, alors pas de la même manière dans les formes, mais dans l'idée, par le gouvernement chinois qui ne lui reconnaît, tout comme nous souverainistes, aucune autorité, aucune légitimité.
Et donc, Donald Trump a fait exactement la même chose avec elle que ce qu'a fait Pékin. C'est d'ailleurs très intéressant de voir qui respecte ou non l'Union européenne à travers cette dame, et certainement pas donc les deux plus grandes puissances économiques du monde. We will also increase our energy cooperation. Purchases of US energy products will diversify our sources of supply and contribute to Europe's energy security. We will replace Russian gas and oil by significant purchases of US LNG oil and nuclear fuels. Voilà, donc c'est un désastre total, mais il est tout à fait logique. Il n'y a rien de, faut pas faire sa petite vierge effarouchée. Oh mon Dieu, pourquoi ça nous arrive? Ça nous arrive parce que c'est écrit dans le scénario depuis le premier jour. Ça montre bien aussi à quoi a servi encore une fois la guerre en Ukraine sur le plan de la grande stratégie. Pour les anglo-saxons et les américains en tête, diviser l'Europe, le continent ouest européen de la Russie pour éviter que l'interconnexion, l'arrimage entre les deux pôles de l'Europe s'unissent pour produire quelque chose qui serait de toute façon donc hors de contrôle et totalement autonome, et qui mettrait définitivement à bas la puissance thalassocratique anglo-saxonne. Bon bah voilà, ils y sont parvenus, bravo les gars, et puis terminé pour nous. Mais la Chine appelle au calme alors que les combats se poursuivent à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé sa profonde préoccupation pour les victimes des affrontements et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Il a souligné que le maintien des relations de bon voisinage et la résolution des différends par le dialogue étaient essentiels pour la stabilité régionale. Pékin a également salué les efforts de médiation de l'ASEAN et s'est engagé à rester impartial. La Chine continuera à travailler avec les deux parties pour faciliter les pourparlers de paix et aider à rétablir la stabilité. Donc ce conflit se concentre autour du triangle d'émeraude, donc qui est une région frontalière. Ici, donc entre la Thaïlande, le Laos et le Cambodge, c'est un secteur qui est disputé depuis l'époque coloniale, puisque le tracé de la frontière avait été établi par la France au début du XXe siècle, et ce tracé est contesté par la Thaïlande. Un mot sur le temple de Preah Vihear, qui se situe ici. Ce sanctuaire du XIe siècle est au cœur des tensions, puisqu'il est revendiqué par les deux pays, malgré une décision de la Cour internationale de justice en faveur du Cambodge, décision qui avait été rendue en 1962 et où la Cour internationale de justice avait statué que ce temple se trouvait sur le territoire du Cambodge et non de la Thaïlande, et la Thaïlande devait retirer ses forces militaires et policières de la zone. Ensuite et plus récemment, il y a eu, le 28 mai, la mort d'un soldat cambodgien lors d'un échange de tirs qui a ravivé les tensions. Des soldats thaïlandais ont également été mutilés par des mines antipersonnelles, la Thaïlande accusant le Cambodge de les avoir posées récemment. Et enfin, le 24 juillet 2025, des échanges de tirs ont éclaté près des temples de Tam Wen Tom, qui se situe ici, ainsi qu'à proximité d'un autre temple, le temple Ta Quai, qui est ici. Chaque camp accuse l'autre d'avoir ouvert le feu en premier. Certains évoquent néanmoins quelque chose de plus complexe, d'origine plus lointaine en termes de mois, en termes d'années, hein, et on vous en parle un peu aujourd'hui. C'est le projet du canal de l'isthme de Kra. Hein, l'isthme de Kra, vous le voyez, hein, c'est cette partie de l'Asie du Sud-Est qui est composée donc d'une partie de la Birmanie, de la Thaïlande et de la Malaisie, à la pointe duquel on trouve bien sûr Singapour. Et il y a un projet sur lequel il n'y a pas eu aujourd'hui de nouvelles annonces de la part notamment de la Thaïlande sur le fait que on puisse creuser cet isthme, un peu comme on a creusé l'isthme de Panama, pour faire un canal qui permettrait, notamment à la marine marchande chinoise, d'éviter de passer par Singapour, hein, et donc d'éviter d'être dans les zones de contrôle global de l'US Navy et de traverser cet isthme. Alors ça ferait gagner du temps bien sûr, mais ça les dévierait aussi des routes commerciales, hein, vous le voyez, la ligne pointillée bleu indigo,
qui est la ligne de passage aujourd'hui, eh bien ça permettrait à la Chine de couper à travers cet isthme avec sa marine marchande et donc de se dégager des problèmes qu'il y a, vous le savez, au-delà du golfe de Thaïlande, dans tout ce qu'on a en mer de Chine méridionale, toutes les tensions qu'il y a entre les États-Unis, la Chine, le Vietnam, une partie de la Malaisie, une partie des Philippines, hein, puisque tous ces pays-là bordent la mer de Chine méridionale. Et donc certains disent que ce conflit entre le Cambodge et la Thaïlande est là par rapport à cette idée de canal. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a suspendu temporairement les opérations militaires à Gaza afin de reprendre les largages d'aide humanitaire. L'armée israélienne a déclaré qu'elle allait mettre en place des couloirs humanitaires afin de garantir le passage en toute sécurité des convois d'aide de l'ONU, les largages étant coordonnés avec les organisations internationales. Parallèlement, des Israéliens se sont rassemblés pour manifester et demander à leur gouvernement de cesser d'affamer Gaza. Counterproductive to France, for France to say that they would recognize the Palestinian state. Macron said that yesterday. Look, he's a different kind of a guy. He's okay. He's a team player, pretty much. But here's the good news: what he says doesn't matter. You know, it's not going to change it. So how good that? Well, he made a statement, France, Macron. His statement doesn't carry any weight. He's a very good guy, I like him, but that statement doesn't carry weight. On va dire, enfin, la France donc fait ça. La France reconnaît l'État palestinien. Enfin, ça va peut-être réveiller d'autres États parce que la France, même si, comme l'a rappelé très méchamment Donald Trump et comme on vient de le voir avec l'accord entre l'UE et les États-Unis, pèse de moins en moins, il y a peut-être d'autres États qui vont dire « Ah, quand même, il faut qu'on fasse un effort ». La France est encore statutairement membre permanent du Conseil de sécurité, fait partie du G7, donc on peut peut-être imaginer que tout ça, vu en plus l'évolution, ou la dégradation plutôt de la situation humanitaire, ça finira par faire bouger des lignes, mais finalement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que enfin ça soit fait, parce que pendant des années, et là c'est ce que répètent encore certains, ah ben oui, mais c'est pas le moment. Alors ça, j'ai 54 ans, je l'entends depuis que je m'intéresse à la situation là-bas quand j'avais 15-16 ans, c'est toujours pareil. C'est jamais le moment de reconnaître la Palestine. C'est quand même extraordinaire. L'histoire ne retiendra pas que Emmanuel Macron a fait ça parce que au niveau de la politique intérieure, au niveau de son positionnement, ceci, cela. Non, l'histoire retiendra que la France a reconnu l'État palestinien en septembre 2025 et c'est déjà ça le plus important. 25 tonnes d'aide humanitaire. C'est ce qui a été largué aujourd'hui par 3 avions affrétés par la Jordanie et les Émirats arabes unis. Plus tôt dans la nuit, un premier parachutage de farine, sucre et boîtes de conserve a donné lieu à des scènes de tension, voire de violence. De quoi faire réagir plusieurs ONG qui estiment que passer par les airs est trop limité, coûteux et dangereux. D'abord, ils sont dangereux par eux-mêmes, bien évidemment, parce qu'ils peuvent tomber en même temps sur les personnes, etc. Deuxièmement, nous allons assister à des scènes qui vont être terribles. Les gens sont dans une situation de famine. Les gens vont se battre pour essayer d'avoir une partie de cette nourriture. Les Français travaillent 10% de plus que les Allemands. Les Allemands qui travaillent sont sur une durée du travail de 1340 heures par semaine et les Français sont autour de 1480 heures par semaine. Ce sont les chiffres de l'OCDE qui eux-mêmes viennent des chiffres de l'INSEE et d'Eurostat. Bon, c'est pas contestable. Donc, en réalité, les Français qui travaillent, et ça c'est un point important. Par année, tu veux dire? Oui, par année. Ils travaillent, c'est le temps de travail par année. Donc, les Français qui travaillent par année, en dépit du fait qu'il y a, c'est vrai, plus de jours de congé en France qu'en Allemagne, travaillent plus que les Allemands. Donc, ce qui veut dire, traiter les Français de feignants, c'est complètement faux. Après, il y a un problème, mais ce problème s'appelle le chômage. Évidemment, si on prend cette fois-ci le total des heures de travail sur l'ensemble de la population active, et je rappelle que le concept de la population active, c'est des gens qui travaillent plus les chômeurs, c'est un point très important. Comme l'Allemagne n'a que 3,5% de chômeurs et que nous en avons 7,4%,
évidemment, sur le total, il y a moins de travail en France qu'en Allemagne. Mais la cause, c'est le chômage.